Ah bon. Mes chers amis, bonsoir et Tov. On reprend notre cours hebdomadaire qui a été sauté la semaine dernière, hein, comme chacun sait. La semaine dernière, c'était lundi, donc de Shavuot. Et donc, on va s'arrêter encore quelques minutes pour vivre avec les retombées du Shavuot. Je vais rappeler un mot qui est ramené dans notre son, dans la Gemara, que le Rabbi répète souvent, c'est que, à l'image de Rosh Hashanah, Shavuot est une fête où le Yetzer Hara se repose, il nous laisse tranquille. Pourquoi, comment, c'est une autre question. Et donc, on a une facilité spéciale, particulière, une aisance particulière pour pouvoir et prendre des décisions et accomplir ces décisions. Parce que prendre des décisions, souvent on en prend dans les Fabringas, dans les Guadouillottes, puis bon, le temps passe, on suit facilement malheureusement. Et donc, il faut savoir que pendant cette fête de Shavuot, eh bien, on a certainement pris, je pense, chacun d'entre vous après des bonnes décisions. Et donc, il faut s'y maintenir et s'accrocher à ces décisions. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien, mais on a une semaine déjà entière est passée. Vous savez tous que les jours qui suivent Shavuot s'appellent Yimei Tashlumim, où on rattrape les manques. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens du cas Israël étaient mitnadev, s'engager à donner des sortes de corbanotes, etc., pendant l'année. Et en général, ces corbanotes s'offrent au Beth Amikdash à Pessah et à Sukkot pendant Chol HaMoed. Mais vous savez tous que Shavuot, il n'y a pas de Chol HaMoed. Donc, les Chachamim ont institué que les jours qui suivent, jusqu'au Yud Bet, jusqu'au 14, jusqu'au 12 Sivan, eh bien, on a porté ces corbanotes. Et dans les sirotes, on Rabbi insiste sur le fait que Yemé Tashlumim, donc les jours de rattrapage, peuvent se dire aussi Yemé Yamim cherche Shlemut. Shlemut, ça veut dire perfectionner les manques, remplir les manques. Pas seulement remplacer, mais arriver à une Shlemut. Alors, vous allez me dire, mais même ça, c'est passé. Effectivement, on est lundi, c'était donc dimanche, c'était hier. Mais on va dire qu'on est le lendemain des Meshamim, des Metashomim. On est Isprochak, si on peut dire, des Metashomim. Donc on est encore dans cette atmosphère, on a encore cette Tadishmaya spéciale qui fait que les bonnes décisions qu'on aura prises et celles qu'on n'a peut-être pas encore prises, mais qu'il est toujours temps de prendre, eh bien, vont s'accomplir parce qu'on a des forces nouvelles, renouvelées. C'est bien connu que nos fêtes, on ne célèbre pas nos fêtes. C'est ça la différence entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le calendrier juif. On ne célèbre pas un événement qui est arrivé il y a des milliers d'années, ou la sortie d'Égypte, ou bien le temps dans le désert, dans les cabanes, ou bien à Shavuot, Matan Torah. On revit la chose. C'est-à-dire que je vous réinsuffle les forces qu'il a insufflé au début, donc il continue à réinsuffler avec d'autant plus Yoter Oz, Yoter Az, donc avec plus de force, plus d'énergie, et donc il faut savoir cette chose à venir. Oui, peut-être on ne le sent pas, on est fatigué, on a toutes sortes de réponses pour dire alors, oh là là, on n'est pas au niveau. Maintenant, savoir, hein, ça fait partie de notre émouna, de pendant ces moments particuliers que beaucoup renouvelle ses forces. Et donc, profiter, quand on est au courant de la chose, et bien on est au courant. C'est un temps propice, hein, c'est un Zman Mukran, un Zman qui est réservé à ça, un temps favorable, et bien il faut en profiter. Donc, je me permets donc de renouveler donc, cette force de pouvoir prendre les bonnes décisions et ceux qui les ont déjà prises, de les renforcer. On peut rappeler tout simplement pour chacun d'entre nous, l'Europe d'entre vous, vous êtes des Chassidés Chabad, on a donc les chiyuvim obligatoires, les obligations de nos rébellions. Il y a Ritat et Rambam. Quelquefois, le Ritat, on le fait de manière très superficielle, très rapidement. On peut prendre la décision de le faire avec plus de youn. Presque un Rashi du Chumash. Du Tanya, maintenant, on est en train d'apprendre Shara Yichud Va'emuna, sont vraiment les yesodot de la Emuna. Shema Israël et Baruch Shem Kevod. L'un des deux représente Yehuda Ilahal, l'unité supérieure d'Hachem, et Yehuda
c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Alors, c'est des mots que je vous dis comme ça en 3 secondes. Tout un livre qui s'appelle Sha'ar Yichud Ve'emunah, où Admor Zaken explique profondément qu'est-ce que ça veut dire, le bitoul du monde par rapport à la Elokut. Et quand on s'imprègne de ces notions, ben, on vit dans un autre monde, quelque chose. Donc, il faut s'imprégner. Donc, tâchez de faire le Tania maintenant. Vous avez, je pense, vous êtes abonné à Dvar Malchut. Il y en a qui en a besoin, ou en traduction en français. À côté des traductions, il y a des explications très profondes qui sont toutes glanées dans les Mahamari, mais dans les écrits des Rébéim. Donc, c'est fortement recommandé de faire toutes ces choses simples qu'on fait peut-être depuis des années, et bien on le fait Bioun, qu'on soit pénétré de la chose. Et bien sûr, Rabbi nous a donné la chance de pouvoir étudier toute la Torah en étudiant le Rambam. Certains des Sefer Mitzvot, pour les femmes essentiellement. Les hommes, c'est un pérec par jour, 3 prakim par jour. On les a maintenant en traduction, qui ont du mal en Lachon HaKodesh, vraiment en traduction. Mais le fait de passer ses yeux, de s'efforcer de comprendre, même un premier niveau, tout le Rambam, ça nous donne la chance d'avoir étudié toute la Torah Kula. Certes, de manière superficielle, avoir passé les yeux dessus, mais avoir passé ne serait-ce qu'une seule fois ses yeux dans toute la Torah et ne pas l'avoir fait, il y a une immense différence. Il est marqué dans nos Sfarim HaKadoshim que toutes les choses qu'on a étudiées de manière superficielle, au moins superficielle, on aura le mazal, la chance de les réétudier dans le Rambam. Par contre, les parties de la Torah qu'on n'aura pas du tout abordées, on ne nous donnera pas la isdamut, l'occasion de la réétudier Ioun là-haut. Comme ça, c'est marqué. C'est marqué. Donc, une des raisons, parmi les nombreuses raisons pour lesquelles le Rabbi nous a donné donc ça, c'est pour précisément que tout le cas Israël, ou en suivant des cours, ou de manière personnelle, ou en traduction, en achat d'un au moins vous passez, au moins vous avez entendu tous les concepts classiques de Shabbat et Yom Tov et des Brachot, des concepts beaucoup moins qui sont dans Eben Ezer, les Psoulékal, dans Rochen Mishpat, le problème des litiges, le pénal, le civil. Et en plus, ces connaissances immenses qui nous ont demandé dans Touma, Vetara, Korbanot, c'est immense, c'est énorme. Grâce au Rambam, on a passé au moins de manière superficielle ses yeux et son esprit sur toute la Torah Kula. Donc voilà, je voulais prendre quelques minutes pour encourager chacun. Donc se renforcer, peut-être pas dans la quantité, hein, on est pris, la journée est prise, mais dans la qualité. Essayer de faire en sorte que les choses qu'on fait rapidement, on le fait un peu moins rapidement. Il nous reste au moins chaque jour, si quelqu'un vous demande, dis-moi un mot de Torah, ben voilà, je fais un Rashi aujourd'hui. J'ai fait 2 lignes de Sha'arei Yichud Ve'emunah, l'Admor Zaken donne des exemples du bouquet devant Hachem, comme le fameux rayon de soleil, que quand il sort du soleil, eh ben, il éclaire le monde, il est indépendant du soleil, qui est comparé, qui est assimilé à Yehuda Tata, le monde est lié à Hachem de manière inférieure, ça veut dire on sent notre indépendance par rapport à Hachem. Et puis il y a le Yehuda, c'est Shema Israël, c'est le rayon de soleil dans le soleil lui-même. Alors il est complètement fondu dans le soleil. Encore une fois, j'ai bien conscience que je vous dis en quelques phrases des Yesodot sur lesquels, des fondements sur lesquels il faut s'attarder, réfléchir et revoir. Il y a des mamarim, il y a des sichot, toutes sortes de grosses parties de la Chassidut est basée sur Sha'ar Yichud et sur lequel Admor Zaken dit ça donne de la Shamaim, ça donne de la chaleur dans la tefila, etc. Voilà donc les quelques mots que je voulais dire donc, après quelques jours de notre fête de Zman Matan Torateno et Shavuot. Aujourd'hui, donc on vient de quitter Shavuot. Je vais vous donner les Perot Anoshrim, les fruits qui sont tombés, qui sont prêts à être cueillis donc de cette fête. J'ai choisi quelques halakhot qu'on m'a demandé, qui sont fréquents donc. Je pense qu'ils intéressent tout le monde. Je pense qu'une grande nombre d'entre vous connaissent ou ont entendu parler de ça, mais c'est l'occasion de faire des chazarot. Et puis, comme nous disent nos sages, en betamidrash belochidouche, il n'y a pas un betamidrash sans nouveauté. Je suis convaincu que chacun pourra apprendre, glaner une nouvelle chose par rapport à ses connaissances. Alors là, vous savez tous que nous avions donc le repas lacté de Shavuot, et j'ai constaté que de nombreuses personnes
on n'a pas fait moti. Après la tfila, on a fait un kidouche, et aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Et j'ai constaté que certains ont fait maisonnot, donc sur un gâteau au fromage, ils ont mangé ce genre de choses, des yaourts, du fromage et tout. Et puis, la grande majorité du Tibourg, eh bien, quand ils ont fini tout cela, ils ont fait à la miria, donc maisonnot au début, à la miria à la fin, et sont végétables, chacun a vaqué à ses occupations, à rentrer chez lui. Alors, je me suis permis de demander à plusieurs de ces personnes, est-ce que vous êtes rassasiés? Ben voilà, on est bien rassasiés, on n'a pas envie de manger de la viande, voilà, on a la viande plein, etc. À plus forte raison du côté des femmes, hein, que les femmes sont plus rapidement rassasiées que les hommes. Donc, je me suis permis de dire à plusieurs personnes, sur lesquelles je savais qu'elles m'écouteraient en tout cas, qu'elles sont entrées dans un grand, grand problème de bracha, de Birkat Amazon, qui est Minatora, parce qu'on est sévère. Et donc, c'est l'occasion pour moi de réviser un petit peu, hein, faire une petite révision sur les quantités de gâteaux qu'on est censé manger pour arriver à Birkat Amazon. Donc, c'est tout ça que vous le trouverez dans le Shulchan Aruch, vous le trouvez dans les Admor Hazaken, dans les Krishon de Jean Shulchan Aruch à la fin, Birkot, on appelle Birkot Anéanim. Birkot Anéanim, donc les brachot des aliments desquels on tire profit. Alors, je vais rentrer dans des comptes, peut-être ça vaut la peine que vous preniez un petit stylo pour noter. Admor Hazaken, il fait la distinction entre les quantités. Je vais vous dire une affaire très simple, très très simple, et ensuite on va rentrer dans les détails. Et j'ai vu une personne manger deux brioches, hein, pas maisonnotes, deux brioches. Je connais ce que contiennent ces pas maisonnotes. Ils font 120 grammes chacun de pâte. Donc elle a mangé de ces deux pains maisonnotes, 120 plus 120, ça fait 240. Eh bien, ce monsieur, et bien sûr, je lui ai demandé, tu es Savéa, tu es rassasié? Il m'a dit, bien sûr, je suis rassasié. Je n'ai pas mangé que ces pains, j'ai mangé toutes sortes de petites choses à côté, des salades et tout. Eh bien, ce monsieur, et toutes les personnes qui étaient à la choule et qui ont mangé ces deux petits pains de 110 grammes chacun, ils sont tenus de faire Birkat Amazon. Et sachez que c'est un je dis que je pense que tout le monde en a entendu, on n'a pas parlé, mais très peu l'accomplissent pour diverses raisons. Alors, je vais rentrer dans les détails, mais voilà, je vous donne un cas clair, simple. Deux petits pains maisonnotes, 110 chacun, c'est vite mangé, hein. Je mange avec du thon, avec du fromage, etc. Deux, il est rassasié avec l'ensemble des choses qu'il a mangées, il est tenu de faire Birkat Hamazon. Et même qui n'a pas fait moti au début, on ne sait pas manger tout ça, d'en faire Birkat Hamazon. Cet exemple là, qui est frappant parce qu'il est extrêmement courant et beaucoup de gens ratent un Birkat Hamazon, Besvia en étant rassasié, donc ils ratent une mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah de la Torah. C'est une des 613 mitzvot. Quand on mange du pain et qu'on est savéa, on est rassasié, il faut faire Birkat Hamazon. Alors, je vais rentrer maintenant d'où je sors ce chiffre. 110, 110, 220, je vais vous dire d'où je sors ce chiffre. Le chiffre, il sort de la manière suivante. Vous trouverez ça dans le Perek Sheni, le deuxième chapitre du Birkot Hanéanim du Admor Hazaken. Deuxième chapitre, le Bet, un Perek Bet. Il dit la chose suivante. Alors, je vous fais donc tâchez de brocher un petit tableau. Si on a mangé 4 kabetines, 4 œufs, et qu'on est rassasié, sur ces 4 œufs qu'on a mangés, on doit faire moitié. Si on a mangé moins, et c'était le cas pour beaucoup d'autres personnes, si on a mangé moins, c'est un safek, et Admor Hazaken nous dit de ne pas faire mésonote sur les moins de 4 œufs, pas faire mésonote, mais de faire moti sur les frères. Il faut prendre du vrai moti et inclure ces gâteaux-là. C'est vraiment une lacha terrible. Alors,
4 œufs, un œuf, un kabetza, ça correspond à 54. En général, c'est des volumes, 54 centimètres cubes. Mais je veux dire en grammes, ça fixe mieux. On peut imaginer que souvent la pâte, elle a la même masse volumique que l'eau. Bon, on va dire qu'on va compter en grammes. Si une betza, c'est 54 grammes, notez le point, 54. Bon, la idée, si on a mangé 4, 4 fois 54, ça fait 216 grammes de pâte. Comme je vous dis, les petits pains maisonnotes, si on en mange deux, on est arrivé, c'était 110, 110. Souvent, c'est encore plus que ça, mais bon, on va dire 110, 110, ça fait 220. On a dépassé les 216. 54 fois 4, c'est 216 grammes. Donc, c'est deux petits pains maisonnotes. Et c'est à vous maintenant de réfléchir, il n'y a pas que les pains maisonnotes. Quelquefois, c'est des brioches, c'est toutes sortes d'autres maisonnotes. Mais là, cette quantité de 4 cabétis et qu'on les rassasie, on fait Birkat Mazon. Et je vais ajouter un détail très important que le Morazaken précise plusieurs fois. Imaginons une personne qui a un gros appétit et lui, pour lui, 220 grammes de pain maisonnote, il n'est pas. Bon, il a mangé quelque chose, mais il est loin d'être vraiment rassasié, un gros mangeur. Le Morazaken, il dit s'il a mangé ces fameuses quantités de 216 grammes sans être rassasié, mais qu'il est rassasié avec le tirouf en associant tout ce qu'il a mangé à côté. Ce qui arrive très souvent. On mange des poissons. La semaine dernière, c'était les fromages et tout, mais dans les kiddushin, il y a toutes sortes de salades, de poissons, de harengs, etc., etc. Il est évident que les gens qui servent du Fabrégnan, en général, grâce à l'ensemble des cérémonies, ils sont rassasiés, ils sont savers. Donc, je leur dis attention, si vous avez dépassé les 220, vous faites Birkat Amazon, bien que vous n'ayez pas fait moitié au départ. Après, on va discuter, est-ce qu'il fallait réfléchir au début, penser à faire Netilat au début. C'est un autre problème, je suis dans le Bédiava pour l'instant. Comme la semaine dernière, hein, tout le monde a commencé, ils ont fait comme d'habitude qui douche, ils ont fait mes maisonnotes, et puis ils ont commencé à manger. Et bien, au bout d'une heure et demie, tout le monde était vraiment bien, bien, bien rassasié. Et dans leur tête, je vais faire juste à la mirée, après le Khat Amazon. Ben, c'est une erreur. Dans la mesure où ils avaient mangé cette quantité-là, il fallait qu'ils fassent Birkat Mazon. Et mieux, s'ils savaient a priori, et chacun se connaît, que c'était sûr que dans tous les kiddushim comme ça, où tout est en abondance, il va manger chez 4 kabetzim, c'est 216 grammes. Mille là, il fallait qu'il fasse l'été atadaïm et moti sur le gâteau. S'il y a du pain, et ben, tant mieux. Sur ces pains maisonnotes, il fallait qu'il fasse directement. Alors, c'est un gros problème, Rav Zerbib, quand on va au Fahrenheit, le nombre de maisonnettes qu'on prend, ou même dans un buffet de mariage, où le Les- matin, les croissants, les pains au chocolat, il y a largement plus que 220 grammes, donc c'est un problème. Gérard, laissez-moi finir, après on va discuter la philosophie de la chose. Laissez-moi vous dire froidement les à la route, après on va discuter de ce qu'on fait dans les fabricants. Maintenant, je vais encore plus loin. Bon, imaginons quelqu'un, il dit, oh non, moi je ne mange jamais 216 grammes, c'est beaucoup 216 grammes. Je prends un pain maisonnote, il fait 110, et puis, mais toujours, pas plus. Eh bien, il dit à Mourazaken que s'il est rassasié, pas avec son petit pain à 110 grammes, les rassasiés ne font pas à 110 grammes, plus toutes les salades qu'il y a autour. Et c'est très, très souvent le cas, en particulier chez les femmes. Elles sont plus rapidement rassasiées que les hommes. Donc, si elles veulent se résoudre à manger qu'un petit pain maisonnote qui fait 100 grammes, 110 grammes, et qu'elle est rassasiée avec l'ensemble de ce qu'elle mange, il dit à Mourazaken, c'est un safek dans la lacha, si c'est motzi ou maisonnote, il doit faire motzi alechem acher. Terrible. Ça veut dire que même quelqu'un qui voudrait dire, voilà, je prends deux paquets de crackers, c'est ça y est, c'est 100 grammes, c'est pas beaucoup. S'il sait qu'à la fin de son travail, il va être rassasié, il ne doit pas faire maisonnote, il doit trouver du pain. Il doit trouver du pain. Donc, je vais vous donner plusieurs solutions. Ou il doit trouver du pain, c'est pas évident. Ou bien alors il va manger, pour être sûr, il va manger plus que les 215 grammes et être rassasié. Là, il fera moitié directement dessus.
Mais faire mésonote, et c'est de ça que part Gérard. Et c'est combien de fois j'en ai parlé chez nous à la choute, quelqu'un qui mangeait 100 ou 150 grammes de mésonote, 2 ou 3 paquets de crackers, et il est rassasié avec tout ce qu'il mange. Il dit c'est un safek de Kadam, c'est un safek d'Oraita. Donc il faut bien avoir conscience que c'est pas évident. Maintenant, je m'entends. Imaginons qu'une personne est sûre et certaine, elle est au régime, disons, elle n'est pas rassasiée. Elle est calée un petit peu, mais elle n'est pas rassasiée, pas sévère. Sincèrement, je mange un paquet de crackers, 2 paquets de crackers, avec un petit peu de bretzel, un petit peu de hareng, voilà, c'est tout. Il s'en tient à ça, il est au régime, il ne veut pas manger. Là, pas de problème. S'il n'est pas sévère, c'est mésonote et anamechia. Voilà, ça c'est clair. Mésonote, anamechia. Mais dès l'instant qu'on passe le degré de savea, et comme je vous dis, pour les femmes, c'est évident que si elles mangent, sont assez rapidement, on va dire, rassasiées. Et pour des hommes, il y en a qui mangent beaucoup, hein, qui mangent beaucoup quand on est rassasié. C'est bien connu, hein, pas besoin d'insister là-dessus, c'est bien connu que les messieurs qui font un bon fabricant, bien arrosé et bien servi, la DAF que leur épouse a préparée à la maison, bah, ils la mangent pour faire la mitzvah, s'ils la mangent. Il y a des femmes qui renoncent, elles disent j'en ai assez de faire, personne ne la mange. Ils rentrent du fabricant, ils sont bien calés, ils ne mangent pas, c'est bien. Voilà. Donc, je vais vous répéter donc donc encore une fois encadré, et puis je vais écouter vos questions. Et puis, pour moi, c'est une mitzvah d'être mefarsem, c'est une mitzvah de faire du bruit sur ça, hein, et de dire aux gens de faire attention. Il y a plusieurs solutions, il faut choisir la solution. Donc, je répète donc, ce que je viens de dire. Dans le cas où une personne est rassasiée, il va manger du gâteau, et il sait qu'en général, grâce au gâteau et tout ce qu'il y a autour, il est rassasié. S'il a mangé plus que 216 grammes, prenez un petit pain, pesez, regardez ce que ça donne, c'est vite fait, hein, en général. Les 2 pains, les 2 boules qu'on vous présente à table, elles les font. Il est rassasié, et même qu'il est rassasié, pas seulement avec le pain, mais avec le tirouf, en addition de tout le reste, il fait motzi sur ces petits pains mésonotes. Il mange plus que 216 grammes. S'il mange moins que 216 grammes, et qu'il est toujours rassasié, il dit à Zaken, il doit faire motzi, non pas sur ce mésonote parce qu'il en a mangé trop peu, il doit faire trop peu, il doit faire motzi sur les khamacher, il doit chercher du vrai pain. Alors, s'il n'y en a pas, ben oui, s'il n'y en a pas, il n'y a pas de solution. Il faut manger peu, ne pas être savia, ne pas être. Ou alors manger suffisamment, les 2 grammes, et faire le motzi directement dessus. Je ne vois pas d'autre solution. Bon, je sais que ce n'est pas évident, mais bon, si on veut être un chassid, c'est un Nizar, comme les Agmara, Babatra dit que Nizar dit mille des brachot, quelqu'un qui fait attention aux brachot, et réfléchit à chaque fois comment faire des brachot, etc., etc. Voilà, je vous donne le résultat. Maintenant, s'il n'est pas rassasié, alors là, si on mange pas rassasié, là on fait mésonote. Donc ça part de quelqu'un qui se connaît et c'est que même s'il en a mangé 200 grammes, il a toujours un creux dans le ventre, etc. Donc pour lui, il fera mésonote. Mais dès qu'on est rassasié, et même, j'insiste, rassasié avec le tirouf, avec l'ensemble de ce qu'il mange et le pain et le reste, voilà, je vous ai donné le résultat. Allez, maintenant, je vous écoute. Allez, Gérard, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous disiez? Bon, Allô, allô? je disais quelque chose qui concerne tout le monde. Dans plusieurs cas, dans un banquet, dans une séouda, il y a toujours beaucoup de gens qui dépassent largement la dose de mésonote. Donc c'est un problème. 100%, c'est un très très bon problème. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de vous introduire quelque chose. Déjà, il y a plus de 50 ans, dans les shoots, les Shilot et Tchouva de Rav Moshe Feinstein, ils prévenaient les gens, ils disaient faites extrêmement attention. Beaucoup de gens. Il y a des mariages d'ailleurs, il n'y a même pas de motzi. C'est très bien. Quelquefois, j'ai été Messader Kiddushin. Il a fallu que j'insiste beaucoup pour avoir du pain. Il faut faire Sheva Brachot et bon, il faut au moins 7 qui ont fait motzi. Donc, pour la petite histoire, un petit massé qui va vous montrer ce qu'on peut faire parfois. Il est arrivé une fois que j'ai demandé, je tournais, personne n'avait fait motzi. Eh bien, j'ai pris 7 barcoïnes, 7 pour un rov minyan anika. 6 c'est rov, mais pour 7, pour faire
sur les imouns avec le Shem Hashem. Je les ai assis, je leur ai donné 3 petits pains. Je leur ai dit, vous asseyez, faites moti sur ce maisonnote. En blaguant, je leur ai dit même, vous allez manger les 3 pains sous surveillance rabbinique. Je suis resté à côté d'eux, les 3 pains. Bon, ils ont accompagné avec un peu de choses. Et grâce à ça, on a pu faire. Donc, ils ont fait Netilat Adai, moti sur du maisonnote. Et ils ont mangé les quantités de 200 quelques, comme je l'ai dit. Et c'est évident qu'ils ont mangé avec autre chose, donc ils étaient rassasiés. Ouais, on a Sinon, le droit de faire, on a le droit de faire motzi sur des maisonnettes. on a le droit de faire moti sur maisonnote et on a le droit même et le devoir de faire Netilat avant. Si vous savez que vous allez manger des quantités et que vous allez être rassasié, vous le faire les fatrilats. Absolument. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Si vous avez des harotes, des remarques, faites-le parce que quelque chose il faut Oui, comprendre. oui, bonsoir. Si on a pris moins d'un, enfin, on va dire un kazaï pas 4 kabetza, mais un betza, et 50 grammes, 50 grammes. par exemple, oui, et que on mange avec d'autres choses qui sont pas mésonotes. Et vous êtes Alors, savéa. Et vous êtes bon, savéa. si on est savéa, Si vous n'êtes ça pas marche. savéa, les honnêtes, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes savéa, il dit Admour Azaken, il faut faire moti à lechem acher. Il faut avoir du vrai pain versus du vrai. Si vous êtes sûr que vous allez être savéa, sûr, avec vos 50 grammes, ou en général, on prend un peu plus 50 grammes, 50, 80, 100, si vous êtes sûr qu'avec le poisson, la viande, des gâteaux, on mange dans un repas de mariage en général, on mange bien, bon, mais il n'y a pas de pain, comme c'est certain, il y a des traiteurs, enfin, ils ne se rendent pas compte. On fait maisonnote, on est pressé, on veut pouvoir manger puis pouvoir partir. Eh bien, prenons votre cas, 50 grammes, et une personne, il sait qu'il est rassasié. C'est peut-être pas évident d'être rassasié avec 50 grammes, mais disons qu'il est rassasié avec 50 grammes, avec tout ce qu'il a mangé autour. Ce monsieur, l'Echatrila, il n'avait pas le droit de faire maisonnote sur ce pain. En tout cas, c'est Marloquette, et Admour Azakel, les possèques, il dit Motzi alechem acher. Il doit chercher du vrai pain, ou il cherche du vrai pain, ou alors Milechatrila, il s'impose de manger des 216 grammes. C'est clair? De mésonotes. De mésonotes. De maison, absolument. Oui. Bien, bien demandé. Donc, il fait Motzi sur du mésonote, et il va manger ses 216 grammes de mésonote. Bon, le problème, c'est que quand on commence un repas, on ne sait pas si on va être rassasié. On pique des choses et puis. Alors c'est bien. Vous avez le droit de commencer comme ça. Et puis, mais si vous savez qu'au terme de votre repas, vous êtes rassasié, malgré le fait que vous n'avez pas fait motzi sur le mésonote, malgré le fait que vous n'avez pas nitiatayim, vous faites quand même le birkat hamazon. D'accord. Maintenant, on Oui. va demander une autre question, qui est souvent demandée aussi. Vous commencez le repas, bon, vous ne mangez pas beaucoup, beaucoup, puis au bout d'un moment, l'appétit s'ouvre, on est avec les copains, les amis, on fait les chaïm, vous sentez que vous allez continuer le repas comme il faut. Alors là, le Admon Zaken, c'est très intéressant, il préfère Admon Zaken que vous fassiez bracha chona sur tout ce que vous avez mangé jusqu'à présent et que vous allez faire moti après. C'est mieux. C'est mieux. Si ce n'est pas possible ou s'il n'y a vraiment pas de pain, alors vous continuez votre repas comme ça et à la fin, vous faites Birkat Hamazon. Voilà. Rav Zerbib, on fait la bracha, même si on fait donc un Netilat Yadayim, la bracha sur Mezalot, mais on dit Motzi, on ne dit pas la bracha Mezalot. Si vous savez que vous allez être rassasié avec les quantités que j'ai dit, hein, vous pouvez, les 2 petits pains, 2 petits pains 110 grammes sont mésonotes. Vous savez qu'avec ces 2 petits pains et le poisson, la viande et les salades, vous allez être rassasié, vous faites motzi sur les 2 petits pains. Donc on dit la bracha Motzi. La bracha motzi sur les 2 petits pains. Si l'échatril, encore une fois, vous connaissez, vous dites voilà, vous cherchez du pain, pas de pain. Allez, pas de pain, bon, ok, pas de problème. Moi, je veux faire un vrai repas, un vrai repas de mariage. Vous prenez vos 2 petits pains, vous savez que dans la somme des deux, il y a 216 grammes. Les khatrila, vous faites netilat adayim, vous faites motzi sur des petits pains, vous les mangez avec tout le repas et vous faites birkat hamazon. Bon, mais en Israël, il n'y a pas de problème, tout est Motzi. Au Hachem. Enfin, si, je pense qu'ils connaissent ce problème. Mais sachez que c'est un vrai problème marqué dans les poskim. Rav Moshe Feinstein disait que c'est un vrai, vrai problème.
Il y a des mariages, vraiment, il y a des mariages. Des fois, j'ai fait acheter des baguettes une année. Je devais un mariage, j'ai fait acheter des baguettes. Je peux te dire, pas eu pas de temps. Aller chez le boulanger, acheter des baguettes. Ouais, je sais que c'est un problème. Il faut... Bon, maintenant, Baruch Hashem, en général, hein, dans les dernières années, j'ai vu que au moins sur la table du Khatan Kala, ils mettent de grosses salopes, heureusement. Donc, n'hésitez pas à aller piquer, demandez peut-être la permission. Et vous faites le netilat et vous allez piquer du pain des grosses ralottes, c'est tout. En général, elles finissent à la poubelle, ces grosses ralottes. Alors, tant qu'à faire, si chacun prend un petit peu, c'est très bien. Autre question? Bonsoir. Juste, si on est dans un Ramadan et qu'on a beaucoup mangé, on peut pas faire moitié sur un cracker, c'est sur un gâteau, on est d'accord. Si on Encore une veut fois, encore une sur fois, un ça, cracker, ça on dépend. pourrait, parce que le Oui. pain, ça reste un pain, même s'il est mésolote, il a la forme du pain. Mais un cracker ou un bagel, ou je sais pas, moi, quelque chose comme ça. C'est un peu, D'abord, je vous arrête. Le bagel, c'est motivé, déjà. le bagel, c'est moitié? Le bagel, c'est Non, je motivé. parle des petits bagelets, là, vous savez, des petits, comme des crackers, mais, Non, en tout cas, le bagel, ce qu'on appelle le bagel en Amérique, c'est motivé. ah Attends, ouais, c'est ouais. Ouais, possible, quelqu'un il a mis du jus d'orange, mais le stam, ce qu'on appelle bagel dans le commerce, c'est motivé. Voilà, déjà. Maintenant, voilà. Alors, je suis d'accord, quelquefois, des crackers, ça fait avec un peu de poisson, etc., des olives. Mais c'est très bien, quelquefois, c'est, je ne sais pas, une bar mitzvah ou un truc comme ça, et il y a des pizzas, il y a toutes sortes de maisonnotes. Il y a vraiment, on prend beaucoup plus que souvent que 200 et quelques grammes. Hein. Quand il y a des pizzas, quand des petits pains avec des tout petits pains, ouais, comme ça, un les mecs, brioché avec, avec du tarama dessus. C'est très, très vite arrivé. Et vous savez très bien qu'on est rassasié. On a vraiment le ventre bien plein, on n'a pas envie de manger la daf après. Moi, je dis, il ne faut pas faire ça. Bon, je sais que, et je ne suis pas le seul hein, à râler, je ne suis pas le seul, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas le seul, mais bon, si on peut convaincre quelques-uns, les gens qui font attention, c'est bien. C'est vrai qu'il y a une grande négligence dans ça, il y a une grande négligence. Voilà. Donc, puisque j'ai commencé avec, avec ces halachot, donc de Birkot Alenim, c'est l'occasion pour moi de vous faire une petite révision sur la composition des gâteaux pour les rendre mésonotes. Passer du stade de motzi au stade de mésonote. Alors, il y a deux grandes définitions de la Gemara appelle pat abba bekisnin, pain qui vient avec des ingrédients, traduit en général par des gâteaux mésonotes. Il y a deux grandes définitions. La première, c'est celle qu'on connaît tous, c'est du pain, c'est-à-dire de la farine, du sel, et en plus de l'eau, pour pétrir, il faut de l'eau d'huile, de l'eau de la farine, eh bien, on met un jus de fruits. On met toutes sortes de condiments qui donnent du goût, de l'huile, de l'œuf, du sucre, toutes sortes de choses. Si votre gâteau il est fait avec autre chose que de l'eau, il devient maisonneux. Bien qu'il ait une forme de pain, mais l'idée c'est qu'on n'a pas l'habitude de prendre un pain qui est pétri avec des douceurs, avec toutes sortes de choses qui adoucit donc le pain, manger ça avec de la viande, les lafettes, c'est à pâte qui est mangée avec de la viande, du poisson, etc. On ne prend pas de pain sucré en général. Du pain sucré, ou du pain à l'huile, c'est bon, c'est pas pratique, c'est quasiment ce qu'on appelle un gâteau. Donc il devient maisonnote. Le cas le plus fréquent, c'est qu'il n'y a jamais que des ingrédients qui donnent du goût. Lait, huile, sucre, etc. etc. Il y a souvent aussi de l'eau, un mélange d'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mélange? Eh bien, Admorazek et Posek, ça aussi, c'est des grosses discussions, hein, divergences d'opinion. Parce qu'il m'a demandé à Posek qu'on détermine la bracha selon le rov des ingrédients sans compter la farine. Eh bien, sans compter la farine. 1 kilo de farine, et j'ai mis, bon, pas un grand cuisinier, je peux vous aider dans les quantités, disons qu'on a mis 500 grammes d'eau. Si vous mettez aussi 510 grammes
d'autres éléments qui donnent du goût. Faites le compte, un verre d'huile, un verre de sucre, 2 œufs ou 3 œufs, etc., du chocolat en poudre, etc. Vous faites la somme de toutes les choses qui donnent du goût. Et vous faites la balance. Est-ce qu'il y a davantage d'éléments qui donnent du goût ou davantage d'eau? Si l'eau et le rhum est la majorité, ça reste du pain. Bien que votre pain il est quand même très sucré encore, mais dans la mesure où il y a une majorité d'eau, ça reste moti. S'il y a une majorité d'autres éléments, c'est mésonote. Voilà. Et c'est ça qui explique très souvent que vous avez du pain qui ressemble étrangement à du pain et c'est marqué dessus mésonote. Je ne vous cache pas que je me méfie beaucoup de cela parce que quelquefois, les pains mésonotes, il y a vraiment un goût de pain. Je ne sais pas si vraiment les gens sont respectueux, malgré ce sont des bons herchérim, mais sont respectueux de cette quantité, de cette proportion, parce que très souvent, le goût, j'ai beaucoup de mal à faire la distinction quelquefois entre du vrai pain et du pain maisonneau. Mais en tout cas, voilà, la règle dans le Shulchan Aruch, si vous voulez faire du pain maisonnote, certains n'ont pas le temps le matin de faire Birkat Amazon, donc ils vont faire juste à la Mechia, il faut vous arranger pour mettre davantage d'éléments qui donnent du goût par rapport à l'eau, sans compter la farine. Voilà. Ça, j'espère que tout le monde a bien compris ça. Encore une fois, ça aussi a des discussions chez le Minhag des Sfaradim, c'est pas comme ça. Le Minhag des Sfaradim, ça devient mésonote très rapidement. Dès l'instant qu'il y a un petit peu de goût de sucré, ça devient mésonote. C'est ça que beaucoup de foyers chez les Sfaradim, les chalotes, c'est vraiment du pain, ce qu'on appelle du pain. C'est pas les bonnes chalotes que l'on a moelleuses et tout, c'est pas du monde du pain. C'est pas badigeonné en général avec du jaune d'œuf et tout, c'est du pain. C'est très bon par ailleurs, mais bon, en tout cas, il y a très peu de sucre en général. Les gens qui sont macpidim là-dessus, ils ne mettent pas de sucre du tout, ils font vraiment du pain. Ça, c'est donc le passage à mésonote. Maintenant, il y a une autre définition. Une autre définition de pâte à babekisnim, du mésonote, c'est de la pâte à pain, vraie pâte à pain, pétrie avec que de l'eau. Mais elle va avoir un goût sucré, elle va avoir un goût de gâteau, non pas parce que j'ai mélangé avec l'eau de l'huile, du sucre, etc., du chocolat. Il devient mésonote, il devient sucré parce que j'ai fourré cette pâte. Ça, de là vient l'expression kisnit, des poches. Ou bien, par exemple, vous prenez de la pâte à pain, vous l'étalez, puis vous l'enduisez de confiture, de chocolat, toutes sortes de choses, et que quand vous la passez au four, eh bien, la pâte prend tellement le goût de la chose que vous avez mis, donc ça lui donne un goût de gâteau, non pas parce qu'on l'a pétri avec autre chose que de l'eau, ça devient mésonote, parce que au moment de la cuisson, la pâte s'imprègne de ce que vous avez mis dessus, et donc ça la rend mésonote. Très souvent, on a les deux définitions. Je ne cache pas, il y a des gens qui font des gâteaux. Imaginons une tarte aux pommes. Déjà, la pâte de la tarte aux pommes, elle a été pétrie avec autre chose que de l'eau. Déjà, la pâte, elle est mésonote. En plus, on met de la pomme écrasée par-dessus, et tout ça passe au four. Donc, la pâte prend encore le goût de la pomme. Donc là, vous avez un mélange des deux définitions. Très souvent, il y a les deux définitions. Mais en tout cas, ce sont deux choses qui sont indépendantes. Donc, la vraie pâte à pain, sur laquelle on endure avec du chocolat, etc., eh bien, elle devient mésonote. Vous m'entendez, Gérard? Allô, Gérard? Oui, absolument. Vous m'entendez là? Ah bon, bon. Très bien, parfaitement. Très bien, parfait. Razak. Non, je demande ça parce qu'il y a quelqu'un qui appelle et je vois que mon image est. Donc, Baruch Hashem, il y a un miracle aujourd'hui. Quelqu'un qui appelle, ça n'a pas tout coupé. Voilà. Merci, mon Dieu. OK. Voilà. Donc, un petit rappel donc, que je vous fais ici. C'est donc, pour qu'une pâte devienne mésonote, il faut ou la pétrir avec autre chose que de l'eau, ou un mélange où il y a, avec de l'eau, mais où il y a davantage de jus de fruits ou d'huile, etc., que de l'eau. Deuxième chose, c'est la vraie pâte à pain
enduit, tout bourré avec des bonnes choses, des fruits écrasés, de telle sorte que tout le gâteau devient maisonneux. Donc, même que certains vous disent, oui, mais c'est une pâte à pain. Oui, mais une pâte à pain, quand elle s'imprègne de la sucrerie, devient maisonneux. D'ailleurs, vous pourrez me poser la question suivante. Là-dessus. Très souvent, on vous dit, c'est une pizza mochi. Vous pourrez me dire, ah, mais c'est une pizza mochi, mais quand on passe la pâte de la pizza dans le four et on la enduit avec de la sauce tomate et toutes sortes de choses, donc la pâte s'imprègne de ce goût. Pourquoi ça devient pas maisonneux? Ça, je vous en parlerai une autre fois. C'est une autre discussion dans les poskim. Est-ce que cette définition que je viens de vous amener, à savoir de la pâte à pain cuite avec des sucreries qui pénètrent la pâte au moment de la cuisson et donc il nous donne un goût de gâteau, est-ce que ce principe, ce yesod, il est vrai lorsque l'on met des ingrédients salés dans le salé? Dans le salé, ça ressemble plus à moins à un dessert et plus à un plat de résistance. Donc il y a des grosses marloquettes là-dessus que je n'aborderai pas aujourd'hui. Dans le cas donc la pizza à la pâte à pain, c'est évident que c'est mochi. Et pour revenir sur la première partie du chiot, sachez que très très fréquemment, chez nous on a une personne qui fait des pizzas, qui vend des pizzas, eh bien il fait une pizza dont la pâte, elle fait les fameux 220 grammes, si vous la mangez entièrement. Alors bon, vous allez me dire peut-être que je ne suis pas rassasié, mais je vous ai dit que même si on n'est pas rassasié, mais qu'on est rassasié avec autre chose, très souvent, quelqu'un qui n'est pas rassasié avec une pizza, il accompagne à des frites, à autre chose, mais qu'avec l'ensemble de ce qu'il a mangé, aussi bien les frites, l'entrée qu'il a pris, les salades, etc., que la résultante, c'est qu'il est rassasié, il doit faire Motzi Birkat Hamazon, même une pizza maisonnote. Ouais. Donc, faites attention. Donc, par contre, je peux imaginer que si on mange que la moitié de la pizza, il y a 100 grammes, c'est un ça, qu'en général, un mangeur normal, je veux dire, il n'est pas rassasié. S'il n'est pas rassasié, tranquillement, il fait maisonnote et à la mire. Mais dès qu'on est rassasié, là, il faut commencer à se méfier. Et si elle est 220 grammes, c'est l'echatrila, netiatadaï et mochi sur cette pizza. Voilà, c'est l'occasion de vous rappeler ça. C'est extrêmement, extrêmement les c'est très, très pratique. Tous les jours, il y a des gens qui achètent des pizzas pour leur famille et tout. Et très souvent, chacun il a sa pizza entière. Même les enfants, ils mangent leur pizza entière. C'est mochi, quoi. Même que la pâte, c'est une pâte maisonnote. Voilà. Autre question là-dessus? Bon, on passe à autre chose? C'est bon? Pas d'autres questions? Vous m'entendez, Gérard? On m'entend? Très bien. Ok. Bon, il n'y a pas de questions, j'avance alors? Vous pouvez avancer. Ok. Alors écoutez, je vais je vous parler d'une halakha. Alors, je suis toujours dans. C'est un truc qui ont été posés à la suite des repas qu'on a. Vous connaissez, on est dans une route cache plutôt on a un repas, on va dire. Dans ces bons repas plantureux que nous faisons, surtout pendant les fêtes, on amène du vin à table, comme vous le savez. Je ne rentre pas dans le problème de la présence parfois de Yehudim, de nos frères qui ne sont pas Shomer Shabbat. Je ne veux pas aborder ce problème. Mais je vais aborder l'autre problème, c'est que très souvent, il y a un serveur, même deux, qui sont Eno Yehudim, qui ne sont pas juifs. Tout le monde sait que Negiat Akoub, un non-juif, il touche notre vin, il invalide le vin. À l'époque d'Agmara, c'est parce qu'il y avait un Chachash Avodazara. De nos jours, même Stamienam aussi vraiment interdit, de peur qu'on revienne à Avodazara. En tout cas, c'est interdit. C'est la raison pour laquelle, en général, la consommation de vin est faite avec du vin mevouchal, cuit déjà. Mais je constate que c'est dans certains repas, certains sont macpides d'avoir du vin non mevouchal.
Un vrai connaisseur de vin, il vous dira que du vin Mebouchal n'a jamais le parfum, le goût d'un vin non Mebouchal. Dans les repas vraiment, on va dire, chic. Il y a du très bon vin, il n'est pas cuit. Le très bon vin, il n'est pas cuit, ça c'est évident. Alors, la question très intéressante qui m'a été demandée par deux personnes. Ils m'ont dit, bon, on a eu un problème ponctuel ici et un problème qu'on a souvent à la maison. Le problème ponctuel, c'est qu'effectivement, on avait une bouteille de bon vin, on a servi certains, des connaisseurs, on a rebouché la bouteille avec le bouchon, et puis on n'était pas vigilant à surveiller la bouteille comme il faut. À un moment, le serveur a ramassé la table, il a ramassé la bouteille. Il l'a ramassé, il l'a mis dans la cuisine, tout simplement. Il l'a posé à la cuisine. Est-ce que ce vin devient interdit à la consommation ou non? Donc, je répète les conditions, hein, que ce soit bien clair pour tout le monde. C'est une bouteille qui était débouchée, bien sûr. Débouchée. Les Juifs se sont servis un petit peu de ce vin. Ils ont rebouché, ils ont mis le bouchon dans la bouteille en moitié, comme on fait. Hein. Et puis ce vin était débarrassé par le nom. Dans les maisons, il arrive parfois qu'on ait du vin dans le frigo et que la femme de ménage parfois ouvre le frigo et ferme le frigo. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait qu'elle bouge le frigo et donc le vin il bouge dans la bouteille, est-ce que ça invalide le vin ou pas? Voilà, ça c'est une question plus récurrente, à part la question ponctuelle qu'on a eue pendant ces fêtes. Alors je vais peut-être vous étonner, j'ai enseigné ça c'est le Shabbat, beaucoup de gens cultivés, je vais dire, ont été étonnés de cette halakha. Sachez une chose que dans la mesure où prendre une bouteille bouchée n'a rien à voir avec un acte de Avodazara que les non-juifs faisaient, même à l'époque, ils faisaient. Ce n'est pas méchar cher, il y a des mots comme ça dans la Gemara. Le vin, il n'a pas été servi par le non-juif, il n'a pas été transporté, débouché, il était rebouché. Bien sûr, ce n'est pas un seau, ce n'est pas un rotam, parce que bon, on a débouché pour que le vin garde son goût, etc. Mais le vin était déplacé dans sa bouteille au rebouché par le non-juif qui l'a mis à la cuisine. Il a servi personne avec. Eh bien, sachez que le vin reste caché. Car il s'agit du chocolat, c'est des grosses soubures dans la. Voilà, sachez, ça peut vous étonner cette chose-là, donc c'est dommage. Il faut tout faire pour que ne touche pas notre vin, bien sûr, mais c'est dommage de jeter des bonnes bouteilles. Quelquefois, j'entends le prix que certains mettent dans les bouteilles. Travail de jeter cette bouteille, sachant qu'elle n'a subi qu'un transport sans aucune cavana de la Bodadra, comme ça, d'embarrasser une femme de ménage qui est là ou un homme de ménage qui est là pour débarrasser. Bouteille bouchée, le vin reste caché. Encore une fois, faites attention. On continue à faire attention d'avoir du vin non débouché à la table, mais sachez que le cas échéant, si ça vous arrive une aventure pareille, le vin reste caché. Si maintenant la bouteille était débouchée, alors là, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez que votre bouteille reste cachère, dès que vous avez servi vos amis, vous la rebouchez immédiatement. Maintenant, il y a beaucoup d'autres questions, il faudrait un chiot complet sur ça. Si parfois, de manière réflexe, le goy il a le réflexe de vous servir. Est-ce que ça invalide le vin? Bon, là, c'est très problématique. Je ne veux pas traiter ce problème. Je voulais juste vous dire que ponctuellement, donc les chélotes qui m'ont été soumises pendant ces fêtes, donc je vais partager avec vous. D'abord avec le bracha sur les gâteaux, et deuxièmement sur ce vin en question. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sur le vin, pour des questions, pas de problème. Pas de questions? Continue? Juste, on est d'accord que le bouchage, un goy, il peut la déboucher, ou même ça, c'est un problème, Non, si elle non, est fermée. non, pas la déboucher. Pas la Même, déboucher. La le seule chose. bouchage. Non, là, mais Bouchal, oui, 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 mais Bouchal, oui. Je ne vous cache pas que, bon, la réponse est oui. Voilà. La réponse est oui.
Un goy peut déplacer, aucun problème du vin mebouchal. Le vin mebouchal n'est pas du vin qu'on apporte au misbéach, et donc ça ne rentre pas dans Vodazara. Il Il y a peut quand même. servir, il peut ouvrir, il peut tout faire. Je finis le problème, c'est que c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Parce que qu'appelle-t-on mebouchal? Si on cuit du vin vraiment, on cuit, il est très mauvais. Donc, c'est connu que il y a un standard. Des rabbinim qui ont un standard. C'est-à-dire, sur certaines bouteilles, c'est marqué, c'est monté jusqu'à 91 degrés, etc. Certains disent que un petit bichoul, une petite cuisson suffit pour enlever l'interdiction. Certains ne sont pas d'accord sur ça. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude quand même d'abord d'exiger sur les tables du vin de bouchal. Et au VAD, je sais très bien, quand on donne un air cher, on ne ramène pas les bouteilles. Les bouteilles qu'on traînait sur les tables, on ne les ramène pas. Même qu'il les met bouchal. Parce qu'on n'est pas sûr que ça a été cuit, à moins que la personne elle-même, une personne connaît, il sait qui a fait ce vin, à quelle température. Quelqu'un qui est baki, il peut. Mais sinon, on évite. Donc, il ne faut pas être méquille dans ça. Mais Bedi Avad, effectivement, Bedi Avad, si c'est du vin Mevouchal, qui une fois par inadvertance, j'ai connu le cas, il y a eu des, Baruch Hashem, il y a eu des CDR communautaires à Pessah, où à table, des shlorim qui avaient plein d'invités, bah, à table, il y avait des goïms. Des goïms, ils voyaient que tout le monde servait les 4 heures, il y en a un qui s'est servi. Bon, on évite, mais si vraiment c'est marqué Mevoucha sur le vin, c'est caché. Mediabat, c'est caché. Voilà. Autre question? Pas d'autres questions? Bon, alors tu vois, je regarde la montre, là, il me reste quelques petites minutes. Je vais partager encore une halakha. En fait, il faudrait que je fasse toute une cours sur une melacha, c'est ma melacha de gozez. Gozez, c'est tondre. Mais je vais juste vous en parler rapidement pour, car grâce à la définition de gozez, on pourra permettre parfois, en cas de besoin, de couper les ongles, Shabbat ou Yom Tov. Je m'explique. D'abord, on change de sujet. Premier sujet, c'était les brachot. Deuxième sujet, c'était le vin non mébouchal. Troisième sujet, c'est une femme qui s'est trouvée au mikvé. Les circonstances sont curieuses. Des fois, on se demande comment arrivent de telles aventures. Elle se trouve avec un ongle qui n'a pas été coupé. Avec un ongle, bon. Et ça faisait vraiment ridicule parce que l'ensemble des doigts était bien coupé, il y en a un que non. Donc, elle a été réglée comme ça. Donc, l'ongle est problématique. Est-ce qu'il y a un moyen de couper cet ongle? Eh bien, donc, je vais vous faire tout un petit exposé un peu pilpoulique, si j'ose dire, mais rapidement. Le psaque, que déjà le psaque, la réponse, vous l'ayez vite fait, après on va expliquer. Si vraiment il y a besoin, on peut s'appuyer sur le fait que on demande à une goya, bien sûr, pas par un jeu, une goya, de couper l'ongle. Les ratrila, si elle peut le couper avec les mains sans utiliser un ciseau, ou bien elle coupe un tout petit peu avec les ciseaux, elle finit avec les mains, c'est le mieux. Si ce n'est pas possible, on peut laisser la non-juive couper l'ongle avec des ciseaux. Voilà le psaque. Alors, tout ça, c'est basé sur quoi? Alors, c'est un exposé un peu savant, mais j'espère que la semaine prochaine, je reprendrai entièrement cette lacha billon. Alors, c'est basé sur quoi? Couper un ongle, c'est gozès. De même que couper les cheveux, c'est gozès, c'est tondre. On tondait les moutons à l'époque pour avoir la laine. Donc, couper l'ongle, c'est aussi gozès. Certains postes qui me disent que couper les ongles, contrairement à couper la laine d'un mouton, c'est pas sous Minatora. Pourquoi? Parce que l'interdiction Minatora, c'est couper la laine et profiter du produit de la tonte. Puis gozès, la laine pour utiliser la laine. Là, je coupe l'ongle pour le jeter. Je ne profite pas de la chose. Dans les termes de nos Chachamim, ça s'appelle Melacha chez Enat Richa Goufa. Je fais une melacha, mais je n'ai pas besoin
du but sans avoir le but prévu par la Torah pour que ce soit assourd. Le but sur lequel on faisait dans le Mishkan. Dans le Mishkan, on faisait la tente pour avoir la laine avec sans détenture. Là, je coupe l'ongle pour le jeter. Donc, ça veut dire, c'est un son midrabanan. Et vous savez tous que un Issour de Rabbanan, on peut demander à un non-juif de le faire pour une mitzvah. La mitzvah, c'est le mikvé. Donc, demander à la Goya de couper avec les ongles, d'après ça, c'est moutard, c'est permis. Cependant, certains Rishonim, pour donner un nom, le Rivache, pensent que même si j'ai l'intention de jeter l'ongle, et à la limite, même si je tonds un mouton avec l'intention de jeter la laine, mais que je le fais pour aérer le mouton parce que sa peau, je vais l'utiliser, elle est mieux quand elle est bien tondue avant, ou bien pour aérer, ou bien pour une autre raison, mais pas pour la laine, mais pour le bien de l'animal, ou pour l'équivalent chez une femme, c'est se couper les ongles pour que sa main soit plus jolie, par exemple, pour que sa main soit plus jolie. Donc, il y a un intérêt positif, certes, je ne jette pas la chose, mais ce n'est pas l'intérêt positif prévu par la Torah dans le Mishkan. Dans le Mishkan, c'est utiliser l'objet de la tonte. Là, non, l'objet de la tonte, je la jette, mais j'utilise la main, elle est plus jolie. D'après cette svara-là, si on coupe les ongles, parce que ça améliore, ça améliore la main, et parce que j'ai un but aussi positif, à savoir d'aller au mikvé, ça serait interdit. Donc là, je ne pourrais pas laisser la Goya couper avec les ciseaux, parce que je lui demanderais de faire un issour de la Torah. Dans ce cas-là, il faudrait lui demander de couper l'ongle avec les mains, avec un chinouille. Ce qui fait qu'on revient au principe de shvout et shvout et Torah mitzvah, demander à un goy de faire un issour de Rabbanan. On va voir les deux tzadim. Alors, certains disent comme ça, certains disent comme ça. Je veux dire, en cas de besoin, si c'est ça le prix à payer pour aller au mikvé, on va tout faire pour que la Goya, donc, elle le coupe avec la main, elle commence à couper avec les ciseaux, ou le coupon, puis elle finit avec la main. Et s'il n'y a aucune autre solution, elle le fait avec le couteau. Il y a sûr qu'il s'est appuyé pour permettre cette chose-là. Par un goy. Par contre, par un juif, non. Si c'est pas un juif, s'il n'y a pas de Goya sous la main, ben, elle repousse son mikvé volant. Voilà, donc je clôt le shiur. Je vous souhaite donc une bonne soirée à tous. Rendez-vous la semaine prochaine dans Hachem. Je répète le mot du début. Hein. On a un spécial, on a des forces spéciales pour Shavuot. Donc, insister, hein, sur Mitrazek, Titraskout, dans le Limoud Torah. Hein, c'est la fête de Shavuot, c'est le Limoud Torah. Donc, et on a des forces spéciales pour plonger davantage dans cela. Et on espère que ceci va ajouter peut-être la petite cerise qui manque pour voir très très bientôt le Gilou Mashiach. Kol Tov. Bonne soirée à Merci. tout le monde. Amen, Bonne soirée. amen. À Kol Tov, bientôt. amen. Gérard, je vous mets chaliard pour dire aux gens, pour angoisser les gens dans les Kiddushim. Je compte sur vous. Alors là, je ne vais pas arrêter. Hein. Oh là là, je vais faire la police. Je vais faire la police. Vous dites ça en mon nom, j'ai pas peur, j'ai pas de problème. Non, mais je vais faire la police sur moi déjà. Ah, j'ai gagné quelque chose alors. Moi, j'ai gagné vous, pas au prochain. Razak. Razak, bonsoir. Bon. Bonsoir.